ça y est, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, dans le backstage avec Muriel Tramis, qui va donc pouvoir nous montrer les vidéos, enfin la vidéo dont elle nous parlait tout à l'heure. Et bien, on va pouvoir avoir beaucoup d'anecdotes parce que, comme je te le disais, je suis très intriguée par tous ces jeux vidéo un peu osés. Ce Pac-Man en forme de pénis qui doit éviter des bouches avec des dents m'intrigue beaucoup trop. Donc, on va vraiment avoir beaucoup de questions à ce sujet. Mais du coup, avant, donc, qu'est-ce que tu t'apprêtes à nous montrer là comme vidéo, Muriel? Alors, c'est le making-of de Urban Runner, Ok, très bien. qui était comment dire, ma découverte du cinéma, de l'univers du cinéma, qui est très apparenté, bien sûr, aux jeux vidéo, Mhm. de par la narration, le découpage des plans, etc. Ok, Voilà. super. Eh Je ben, vas-y. lance? Oui, tu peux y aller. Ah, ok, alors il y en a pour 4 minutes. Hein? Mhm. D'accord, c'est parti. C'est l'histoire d'un pauvre journaliste qui n'a rien demandé à personne et qui se retrouve poursuivi par des tueurs et par la police pour un crime qu'il n'a pas commis. Riez, cela pourrait être vous d'ailleurs, c'est vous. Entre deux coups de feu, si vous vivez assez longtemps, découvrez la vérité. Je dis toute la vérité. Enquête sur un film qui est un jeu menteur. Ce jeu était annoncé cet été sous le titre de Lost in Town, mais c'est sous le nom d'Urban Runner qu'il sortira au printemps prochain. Et je ne pouvais pas attendre, et j'ai donc été voir ce que l'équipe de Cocktail Vision vous préparait pour votre plus grand plaisir. Eh bien, toutes mes idées le long de ce scénario étaient guidées par le plaisir du joueur. Ça peut être n'importe qui est donc du jour au lendemain comme ça, immergé dans une histoire à laquelle il ne comprend rien et qu'il doit débrouiller grâce à ses aptitudes intellectuelles. Voilà, plus la ruse, la logique, l'intuition. On a l'habitude dans le jeu de filmer des personnages en vidéo depuis quelques années, mais la gageure cette année, c'est de les filmer en décor réel. Une des difficultés du tournage en vidéo avec décor réel, c'est qu'on est limité par la plausibilité, le réalisme des situations. Utiliser la vidéo et des vrais acteurs pour des jeux vidéo me semble très intéressant parce qu'on va pouvoir avoir un éventail d'émotions qui sont plus riches qu'avec des personnages de cartoon ou avec des personnages en 3D. Si les comédiens se mettent à remplacer les clones virtuels, c'est le monde à l'envers, ça. Bon, et les humains, ça leur fait quel effet de devenir des super-héros virtuels? C'est très ludique ce qu'on fait, donc j'ai l'impression de jouer un jeu, mais en même temps c'est un film. Mais encore une fois, c'est pas vraiment moi l'acteur principal, c'est plutôt le joueur. Le héros est un journaliste américain qui enquête sur un homme politique qui trempe dans des histoires louches. Il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, le meurtre de cet homme politique en question. Et il est poursuivi dans Paris par une bande de tueurs, par la police, et il doit se disculper en trouvant le vrai meurtrier. Et quand ils auront fini de se tirer dessus, les comédiens virtuels, hein, ils pourraient peut-être nous expliquer la suite, non? Eh bien, tout d'abord, il y a l'écriture de l'histoire proprement dite, c'est-à-dire définir le thème, l'ambiance, le nombre de personnages, les intrigues globalement. Ensuite, on rentre dans une phase de production des images et on passe au tournage lui-même. Après, on rentre dans une phase de post-production de ces images, donc il faut les monter. Là, il faut dire que la préparation d'un programme interactif nécessite une sélection précise des séquences tournées. Une fois le montage terminé, c'est le début du traitement graphique, celui qui va transformer le film en jeu vidéo. J'interviens au niveau de la direction artistique du produit. Donc il y a deux parties principales. D'une part, la réalisation du design, du look du produit au niveau des icônes, des barres de menu, etc. Et d'autre part, sur la retouche d'images, des images vidéo qui ont été réalisées, pour pouvoir apporter une ambiance qui était impossible à obtenir au moment du tournage. Donc l'image de l'usine brute telle qu'elle arrive. Là-dessus, je vais donc déjà commencer par donner une ambiance dans l'image. Pour ça, j'utilise des filtres, dans ce cas particulier, des filtres de rendu d'éclairage. Ensuite, là-dessus, je peux également rajouter, par exemple, des effets de spot dans le champ de la caméra, avec tous les effets de flair qu'il peut y avoir sur un objectif photo.
Non mais regardez-les, ces humains virtuels. Mettez-les dans votre coprocesseur et ils cassent tout. C'est vraiment tous les mêmes. Bon, si on revenait à la 3D, parce qu'il en faut bien de la 3D, non? La 3D intervient un peu de la vidéo pour pouvoir fabriquer des objets qu'on n'a pas pu soit filmer, soit qui n'existaient pas dans la réalité. Disons qu'on a tourné dans une usine désaffectée, donc il y a plein d'objets, genre des pompes, des manomètres, des choses comme ça, donc qui ne fonctionnent pas, que j'ai recréé entièrement et que là je peux animer comme je veux en fonction des besoins du scénario. Et puis il y a la programmation proprement dite de l'arborescence, donc de la logique, et puis la partie test. Pour un jeu avec des vrais faux clones virtuels, ça se présente plutôt bien. Reste à voir le produit final. Le plaisir du jeu restera-t-il entier? L'interactivité sera-t-elle efficace et prenante? Bref, si c'est un bon cyberpolar, je vous en reparlerai, c'est sûr. Voilà. Ah là, on sent les années du temps sur le making-of, c'est super intéressant, c'est vraiment un bond dans le passé. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai. Ah, attention, ouais, ça a enchaîné sur une autre vidéo. Ouais, je peux couper. Comment je fais Ah alors oui, pour, tu peux couper le partage d'écran là si tu veux, si tu Ah oui, reviens c'est vrai. sur Zoom éventuellement, on n'en a plus besoin, je pense. Voilà, parfait. Parfait. Et donc, du coup, tu nous montrais ce making-of par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur ta découverte un peu avec l'univers du cinéma. Tout à fait, c'est bien ça. Donc, vous avez vu, hein, ce making-of est très bien montré, les différentes étapes. Alors, ce que j'ai découvert, donc c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, la direction d'acteur, surtout d'ailleurs, il y a des fois où elle est limite. Ah oui. Par exemple, quand le Max est poursuivi, il ralentit pour ne pas emboutir la caméra en fin de course. On voit ça un petit peu. Sinon, j'ai embauché toute la boîte pour faire les différents personnages. Là, on ne voit que des images de l'intro, la poursuite. Sinon, tout le monde y est passé par la suite. D'accord. Et donc, c'était pas forcément des acteurs de formation pour Non, tous, non, c'est non. ça? D'accord. Alors, les principaux Max, par exemple, et Ada, qui est sa compagne et qui arrive un peu après, sont des comédiens professionnels. Et le méchant aussi, celui qui tire aussi. Donc, ces trois-là sont professionnels. Tous les autres, ce sont des cocktailiens que j'ai embauchés pour l'occasion. D'accord. Mais du coup, maintenant que je réalise, avec toute la variété de jeux vidéo que tu as fait, t'as fait des RPG, t'as fait des jeux narratifs, t'as fait des jeux, du coup, là, comme on vient de le voir, qui sont mélange film, un peu film interactif, etc. Est-ce que tu dirais qu'il y a un genre, un type de jeu que tu aimes particulièrement, plutôt les jeux narratifs, ou est-ce que ça te convient parfaitement de pouvoir toucher un peu à tout? Est-ce que pour toi, c'est vraiment important de pouvoir faire plein de jeux différents avec des gameplays différents? En fait, le point commun, c'est finalement l'enquête ou alors comment dire, quand on est la mystification, c'est-à-dire que se retrouver embringué dans une histoire dont on ne maîtrise pas tout et arriver à démêler tous les fils. Ça, j'aime bien ça parce que c'est la position la plus proche de l'état du joueur. Le joueur ne connaît pas l'univers dans lequel l'auteur va l'immerger. Il ne connaît rien des règles, il doit comprendre cette histoire d'abord. Donc, le mettre dans le même état que le héros du jeu permet justement de mieux d'immerger le joueur dans ce monde-là. Je comprends. Tu comprends. Ah non, c'est vraiment très intéressant, mais du coup, alors, par rapport à ce que tu viens de nous dire là, comme je te le disais tout à l'heure, je suis désolée, je suis beaucoup trop intriguée. Tu nous as donc parlé des jeux un peu osés que tu as réalisés. Déjà, comment est-ce que tu as pu avoir cette discussion avec potentiellement ton éditeur ou ton patron pour lui dire bah, je veux sortir un jeu un peu osé, légèrement sexuel, et est-ce que ça a posé des soucis ou est-ce que pas du tout? Alors, curieusement, il m'a suivi sur ce domaine-là, mais il a créé une gamme, une marque pour l'occasion. Parce que comme il y avait des éducatifs en même temps, il ne fallait pas mélanger. Donc, ces jeux sont sortis sous le nom Tomahawk. D'accord. Voilà. Okay. Donc, déjà, il a pris cette précaution de ne pas éditer sur le même nom. Donc, ce sont pas. Alors, je ne sais pas s'il y a le sigle. Je ne pense pas qu'il y ait le sigle Cocktail Vision du tout. Il y a juste Tomahawk. Pour Emmanuel, en tout cas. Fascination, je ne me souviens plus. Mais c'est surtout Emmanuel et Geisha qui sont les deux jeux les plus poussés. Bon, c'est de l'érotisme soft. Hein, oui, bien sûr. C'est pas très, très osé, mais c'est plus le scénario qu'il est, finalement.
Donc, j'avais envie peut-être de montrer mes fantasmes aussi, comment est-ce que je voyais la séduction. J'avais un petit peu envie de montrer ça, mais du coup, c'est plutôt mes caractères masculins que j'ai montrés. Comme je disais, j'ai cédé à la facilité dans Emmanuel et Geisha parce que je me suis mis à la place d'un homme qui verrait donc ces femmes dénudées ou qui s'amuserait avec avec le Pac-Man en forme de vaisseau sexuel, on va dire. Donc, c'est ma partie masculine qui a parlé. Et puis après, je me suis ravisée, je me suis dit, il faut vraiment créer une héroïne féminine et c'est là qu'il y a une fascination. Et tout ça bien avant Lara Croft. Mais je crois que mon erreur a été de ne pas donner des armes à mon héroïne ni à mon héros d'ailleurs. Dans Urban Runner, Max et des armes. Et je ne sais pas si c'est le contre-coup, le fait d'avoir travaillé dans l'armement tout au début de ma carrière, qui a fait qu'après j'ai rejeté les armes, c'est possible. Oui, parce que tu nous disais justement que tu n'aimais pas les conflits et devoir faire des scènes de bataille tout à l'heure. Tout à fait. Donc, j'ai jamais aimé les conflits, les affrontements. Et je trouvais plus judicieux de faire résoudre les énigmes par la logique plutôt. On a Jean Moreno qui nous dit « Merci pour la conférence. J'ai cru comprendre que tu as eu un rôle important dans Woodruff and the Schnibbel of Azimuth. » Je suis désolée si je le prononce mal. Jeu qui m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la production de ce jeu? Je suis curieux de savoir quelle était l'ambiance au sein de l'équipe pour un jeu dont l'univers a un côté assez déjanté. Ah oui, alors ça, c'est l'univers de Pierre Gillode, mon complice. Mais Woodruff, ce n'est que le 4e opus. En fait, il y a eu avant Goblins, avec 3 I, Goblins 2, avec 2 I, et Goblins 3, avec un seul I. Donc, univers médiéval, complètement décalé, déjanté, un peu à la Monty Python, qui est issu du cerveau génial de Pierre, qui est à la fois scénariste et graphiste. C'est lui qui a dessiné les petits personnages. Et dans Woodruff, qui est le nom du héros, c'est lui aussi qui a dessiné cette espèce de personnage dégingandé qui est un peu lunaire, qui fait partie d'une espèce qui s'appelle les bouzouks. Je raconte pour l'audience, pour les auditeurs, parce que vous ne savez peut-être pas. Donc, c'était une espèce de métaphore de la colonisation, finalement. On ne s'était pas concerté sur ça avec Pierre, mais il avait ça en lui, finalement. Les bouzouks sont un peuple qui est opprimé par les humains. Alors, ils vivent... c'est une ville qui est perchée. Les humains habitent tout en haut et les bouzouks sont tout en bas. Mais les bouzouks sont des personnages inoffensifs, pas du tout batailleurs qui n'aiment pas se battre, mais avec un cerveau d'imagination débordante, mais qui ne sert à rien pratiquement. Par exemple, le chaussetong, il permet d'enfiler ses tongs. Il faut le voir, les animations de Pierre sont géniales pour ça. Donc, voilà, alors c'est l'histoire d'un gamin qui s'est vu, qu'il a vu le méchant, le déconnétable, assassiner son nounours quand il était tout petit. Et ça l'a traumatisé, évidemment. Et le professeur Azimuth l'a fait grandir de façon artificielle. Donc, il est devenu un enfant dans un corps d'adulte et pour retrouver le déconnétable, celui qui a tué son nounours. Voilà toute l'histoire. Et du coup, au niveau donc de l'ambiance au sein de l'équipe, est-ce que tu as des détails par rapport à ça? Est-ce que tout le monde était du coup dans cet univers un peu déjanté? Est-ce qu'il y avait une personne surtout qui entraînait un peu les autres dans son délire? Ah oui, alors il y avait plusieurs tempéraments. D'ailleurs, il y avait une espèce de guéguerre entre les graphistes et les programmeurs. Ah bon? Les programmeurs, c'était des gens avec les pieds sur terre, très concrets, logiques et tout, pas du tout fantaisistes. D'ailleurs, il y en avait un surtout qui était génial, mais il ne parlait pas du tout. Il ne parlait pas, il ne communiquait pas. Il était dans son monde. Et quand on lui demandait, est-ce que tu peux nous faire ceci ou cela? Alors, il tapotait pendant 5 minutes sur son clavier et puis il disait, voilà, c'est fait. Il nous montrait, effectivement, c'était fait. Et par contre, côté graphiste, ah oui, c'était plus délire. C'était chacun dans son univers. Alors, Pierre, c'était l'univers le plus délirant. Et bien sûr, l'ambiance, c'était à la blague. D'ailleurs, j'ai réuni toutes ces anecdotes dans un ouvrage
une rétrospective que j'ai sous le coude depuis des années, que je prépare, une rétrospective des années 85-2000, où je veux raconter un petit peu toute cette ambiance-là et comment toute l'évolution technologique aussi qu'on a subie pendant toutes ces années, qu'on a accompagné, entre l'image dessinée au pixel 256 couleurs et puis l'image 3D par la suite et les images réelles ensuite, ça a fait un bond incroyable sur le plan technologique. Et nous étions au cœur de ça. Et grâce à l'éditeur qui nous a laissé complètement libres de nous exprimer, on a profité de ces nouveaux outils pour les porter vraiment au paroxysme. D'ailleurs, je pense que tous les éditeurs, tous les studios de l'époque en étaient là aussi parce que la créativité française était très, très importante à l'époque. Il y a eu pas mal de titres qui ont laissé des traces. Tout le monde s'exprimait avec ces nouveaux outils sans trop savoir où ça allait nous mener. Mais voilà, on a pris tout ça en main. Et puis maintenant, c'est très réglementé. Il y a des écoles qui vous forment à la programmation, au game design. Il y a des outils qui sont beaucoup plus sophistiqués, qui sont faciles à prendre en main. Alors qu'avant, on avait des contraintes de place. On travaillait sur des disquettes à l'époque, les fameuses disquettes souples. Et puis après, on est passé aux disquettes rigides, puis au CD-ROM. Et on se demandait comment on allait pouvoir remplir un CD-ROM après avec les images. On l'a vite rempli par la suite. Et puis maintenant, les jeux sont distribués en ligne. Donc, le modèle a complètement changé, effectivement. Et nous, on a essayé de se faire une place dans tout ce monde-là, à maîtriser tous ces outils. Et beaucoup de graphistes sont venus d'univers différents, de la BD notamment. Ils se sont convertis à l'infographie après, alors qu'ils n'avaient jamais touché un ordinateur avant. Non, voilà, c'était une époque foisonnante, passionnante. Ah bah oui, ça a l'air. Mais du coup, justement, à cette époque-là, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec beaucoup de femmes, de manière générale? Alors, comme je disais tout à l'heure, pas de femmes programmeuses. Si, sur la fin, dans les années 2000, il y en avait deux qui se sont formées sur le tas et qui se sont vraiment tirées d'affaire. Enfin, elles ont pris leur place dans l'équipe. Sinon, il y avait beaucoup d'infographistes féminines. Elles étaient surtout infographistes. Et puis, des chefs de projet aussi qui sont arrivés sur le tard aussi dans les années 90-2000. Ah, c'est chouette ça. Parce que oui, du coup… Oui, pardon. Oui. Non, peu de femmes en fait. D'accord. Parce que oui, du coup, je me demandais si ça avait été un peu bizarre, parce que tu nous disais donc que tu avais été dans une école très religieuse où tu étais que avec des femmes. Ensuite, à 14 ans, tu es partie dans des études plutôt orientées scientifiques. Donc là, c'était un peu l'inverse, tu t'es retrouvée que avec des hommes. Est-ce que ça a été un peu un choc ou pas du tout? Est-ce que finalement, tu as réussi à très bien t'intégrer et tu n'as jamais eu de difficultés notables par rapport à ça? Ah non, j'ai adoré ça. Tu parles à l'adolescence, c'est l'époque où tous les sens se réveillent, on va dire. Bah oui. Et donc, j'ai adoré être une exception. Et toujours après, pendant mes études, je trouve ça très agréable d'être une exception. Pourtant, j'ai toujours essayé de rétablir l'équilibre. En militant, quand j'ai eu mon diplôme en poche au sein de l'Association française des femmes ingénieures, j'étais bien consciente qu'on était en minorité et je militais pour inciter les collégiennes et lycéennes à choisir des carrières scientifiques et techniques. Et je me suis rendu compte que la pesanteur sociologique était grande, c'est-à-dire que la société, par les stéréotypes véhiculés, même dans les publicités, par exemple, ne serait-ce que dans les publicités, et un peu partout. Et puis l'enceinte familiale aussi. Les professeurs, les enseignants n'incitent pas, je parle encore au présent, les filles à aborder des carrières scientifiques et techniques, alors qu'elles sont meilleures en maths. C'est vrai qu'il y a la sélection par les maths en France. Elles sont meilleures que les garçons en classe de 5e, 6e, et elles perdent confiance au moment de l'orientation en 3e. Bon, je ne sais pas si l'orientation se fait toujours au niveau de la classe de 3e aujourd'hui. Les programmes scolaires ont été bien bouleversés et je trouve dommage que les mathématiques ne soient plus dans le tronc commun d'ailleurs, parce que je pense que la culture scientifique est très importante. D'ailleurs, je cultive, ça fait partie de la culture, on parlait de culture tout à l'heure, mais la culture scientifique est aussi très importante. Et pour rejoindre mes thèmes favoris,
comment dire, j'ai beaucoup réfléchi à la notion de race, qui n'existe pas d'ailleurs pour les humains. Donc, c'est une fausse science, une pseudo-science, on va dire, qui a été imposée au 19e siècle, cette séparation de l'humanité en plusieurs races, basée sur les traits physiques, les phénotypes, et pas les génotypes, alors que dans nos gènes, nous partageons le même patrimoine génétique, évidemment. Donc, par contre, cette fausse science a laissé pas mal de séquelles, parce que beaucoup de lois se sont basées sur ça, et beaucoup de préjugés, notamment le préjugé de couleur, est basé sur cette pseudo-définition, ce pseudo-découpage de l'humanité. Et j'ai compris, enfin, j'ai appris que finalement, enfin, tout le monde le sait maintenant, l'humain est né en Afrique. Et après, il a essaimé dans le monde, notamment les premiers Européens, d'après les récentes découvertes, étaient noirs de peau. Et peut-être même avec des yeux bleus, disent certains scientifiques. Il y a eu des découvertes récentes par une équipe de chercheurs britanniques qui a comment dire, modelé un visage d'humain des premiers Européens de l'époque. Et ce n'est que parce que par la suite, l'évolution a fait qu'ayant moins de soleil dans ces contrées européennes, la mélanine qui colore la peau s'est raréfiée pour permettre au corps d'absorber les rayons UV du soleil. Alors que c'est une protection dans les pays tropicaux. Dans les pays équatoriaux et tropicaux, où il y a beaucoup de soleil, la mélanine, c'est-à-dire ce qui fait que la peau est foncée, est en plus grande quantité. Donc, en fait, c'est une question de sélection naturelle qui fait que les couleurs de peau sont variables. Donc ça, mais on ne le sait pas assez, je trouve qu'on ne l'enseigne pas assez, parce que du coup, on sélectionne et on discrimine les gens par la couleur, alors que c'est un magnifique témoignage de l'évolution. Donc, c'est pour ça que je dis que la culture scientifique est aussi très importante. Et c'est vrai que on en prend conscience avec cette vague épidémique qu'il y a eu depuis 1 an. Il y a eu beaucoup de cours de pédagogie sur ce que c'est que la recherche, ce que c'est que les médicaments, la santé. Et il y a un appétit des gens pour la science, pour comprendre ce que c'est que la science. Et je pense qu'on devrait beaucoup plus communiquer là-dessus. D'ailleurs, j'ai été à l'origine d'un Adi. Je n'ai pas beaucoup parlé de cette gamme parce que c'est plus éducatif qu'un jeu. Et un Adi qui était consacré aux sciences, Adi Sciences, avec des simulations. Voilà. D'accord. Et moi, c'est terrible par rapport au Adi. Je ne connais que Adibou, hein, dont je t'avais parlé. Évidemment, je pense que c'est peut-être celui qui marquera le plus les personnes qui a le plus marqué les personnes de ma génération. Mais c'est vrai qu'il y a eu combien d'Adi en tout? Je crois qu'il y en a eu pas mal, non? Oui, il y a eu 4 générations d'Adi. Déjà, Adi pour accompagnement didacticiel intelligent. C'est-à-dire qu'au début, on s'était basé sur les programmes scolaires du primaire et du secondaire. Donc, du CE1 du CP même, ou CE1. Non, du CE1 à la 5e, 4e, 3e, à la 3e. Voilà. Et c'était basé sur l'existence d'un personnage virtuel qui s'appelait Adi et qui établissait un lien affectif avec l'apprenant, avec l'enfant, ce qui ne se faisait pas du tout. Et puis beaucoup d'animations, beaucoup d'activités extrascolaires aussi, l'astronomie, observer les étoiles et tout. Et puis surtout des jeux, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on faisait des scores, enfin qu'on augmentait son score dans les exercices, on débloquait des jeux, des vrais jeux. Donc il y avait à la fois l'apprentissage et le jeu, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Donc voilà des recettes du succès d'Adi. Et Adibou est venu après, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on pouvait s'adresser aussi aux enfants qui ne savaient ni lire ni écrire, pas encore lire et pas encore écrire. Donc, beaucoup plus de liberté de création des programmes, puisqu'on était moins lié à un programme scolaire bien déterminé, mais surtout des activités d'éveil. Du coup, Adibou est né
Donc, des règles d'intelligence artificielle qui s'adaptaient aux actions de l'enfant. Et puis, des activités comme faire pousser son potager, fabriquer des gâteaux, enfin, ça, c'est ce que tu as connu. Ah Et puis, oui. et puis des personnages qui entouraient Adibou, comme Plop le chien, Robitok le robot, Bouzy Gouloum qui mangeait des gâteaux dégueulasses. Et puis des chansons, des trois petits chats. Oui, je m'en Voilà. souviens. Je m'en souviens de Voilà. celle-là. Et ça a été du feu de Dieu comme succès, effectivement, parce que l'enfant avait vraiment l'impression que ce petit personnage existait. Il l'accompagnait un peu partout, quoi. Il était très bavard, d'ailleurs. Mhm. Oui, non, mais c'est vraiment fou le succès qu'a eu Adibou. Et même encore aujourd'hui, effectivement, je m'en souviens. C'est un jeu qui m'a beaucoup accompagnée. Pour revenir sur une question de tout à l'heure, quand tu parlais justement du fait que tu écrivais un livre sur les années 85 à 2000 et sur ces technologies et comment elles ont évolué, il y a Nicolas Lalevé qui nous demande, justement, la technologie évolue beaucoup. C'est pas trop compliqué de rester toujours longtemps sur les nouvelles techniques? Toujours à jour, pardon, longtemps sur les nouvelles techniques. Oui, c'est… D'ailleurs, j'ai senti le gap quand je suis revenue aux jeux vidéo. Parce que j'ai passé pratiquement 15 ans hors du jeu vidéo, après Cocktail Vision et avant maintenant, sur la réalité virtuelle. Bon, c'est vrai que j'étais encore dans l'imagerie 3D, mais j'avais quitté le monde du jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo. Donc, quand j'y suis revenue, parce que ça me manquait, parce que je voulais des choses un peu plus créatives, j'ai trouvé une très grande différence que j'ai un petit peu citée. Le modèle économique déjà a changé parce qu'on est passé de la vente de jeux en magasin avec des manuels, avec des jaquettes et puis un résumé au dos de la jaquette qui devait être vendeur. On est passé de ça à des jeux maintenant qui sont vendus sur des plateformes de distribution comme Steam et avec une technique de marketing complètement différente. Il y a du gratuit, il y a du payant, il y a de la monétisation dans les jeux. Enfin, tout ça, c'est complètement différent. Et j'ai dû, en effet, réapprendre ça et m'adapter aussi, adapter ma conception, ma création à cette nouvelle façon de procéder. Ainsi que le goût, je disais, le goût des joueurs qui a changé. Enfin, je crois qu'il y a un appétit quand même pour revenir à des jeux un peu plus profonds avec des scénarios plus élaborés et l'existence de ces jeux narratifs le prouve bien. Mais il y a encore pas mal de choses à inventer, un peu la même nature que l'expérience que j'ai vécue avec le réalisateur de cinéma. J'adorerais travailler avec Spielberg, ce serait génial. Mais il a déjà fait son jeu, ce Player One. Ah bah oui, Ready Player One, effectivement. Ready Player One. Il a déjà fait ça. D'ailleurs, Spielberg, pour parler de lui, a aussi beaucoup planché sur le sujet de l'esclavage. Il a été le premier à sortir un jeu sur ça, pas un jeu, pardon, un film, Amistad. C'était en quelle année? C'est en 1980, dans les années 90, qui est une révolte d'esclaves sur un bateau négrier. Donc, il a aussi créé Lincoln, qui est un des présidents américains qui a le plus lutté pour l'abolition de l'esclavage. C'est vrai que Spielberg a beaucoup donné. Après, il y a eu La couleur pourpre. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu encore? C'est pas lui, 12 Years a Slave. Mais enfin, bon, voilà. Donc, et puis, il y a Tarantino avec, je l'ai un peu cité tout à l'heure, Django Unchained. Alors là, c'est une histoire de vengeance qui est assez réaliste, assez sanglante, comme sait faire Tarantino, qui est pas mal aussi. Mais en France, il y a très peu de cinéma sur le sujet. Il y a eu l'excellent Casse-Départ, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui a traité la chose sur le mode humoristique. J'en parle parce que faire un jeu vidéo sur ce sujet, c'est gamifier donc un sujet aussi grave et sérieux. Ça peut rebuter beaucoup. D'ailleurs, Casse-Départ a eu beaucoup de commentaires négatifs. Ah oui, comment vous osez vous moquer de cette période de souffrance, etc., etc. Mais je pense qu'on peut justement dépasser ces choses et il faut en parler de façon apaisée. Il n'est pas question que je revendique quoi que ce soit. Je veux juste dépeindre les choses telles qu'elles sont le plus fidèlement possible à la réalité, mais surtout donner la parole aux gens qui ne l'avaient pas.
faire parler les personnes qui n'avaient pas voix au chapitre. Voilà. Parce qu'ils avaient aussi des amours, des joies, des peines, des ambitions, des aspirations à changer de conditions. Donc, je voulais montrer le côté humain de ces personnes qu'on entendait peu, qu'on entend peu et qu'on entendait peu. Voilà. Moi, j'ai un petit peu dérivé là. Non, non, mais c'est toujours assez passionnant. Mais du coup, oui, justement, sur les jeux vidéo, sur ce que tu dis, qu'il reste encore beaucoup de choses à inventer. Toi, en termes de projet, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu aimerais faire maintenant que tu reviens un peu justement dans le domaine du jeu vidéo? Qu'est-ce qui te ferait rêver comme projet sur lesquels travailler justement? Alors déjà, il faut que je réussisse Remembrance. Hmm. Donc, le jeu vidéo sur lequel je travaille, avec plus d'outils qu'il y a 30 ans. Quand j'avais abordé ces thèmes avec les Willow et Freedom. Avec, alors je suis en train de réfléchir maintenant au design graphique. Donc, l'utilisation de la 3D, mais la 3D a beaucoup évolué et on fait des choses magnifiques aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le budget pour faire des choses aussi belles, mais au moins, je me concentrerai sur la psychologie des personnages. Je vais essayer de montrer quand même, de faire vivre des émotions aux joueurs. Je pense que la 2D aussi est possible, comme je pense à des souvenirs. Enfin, il y a des souvenirs et des remémorations dans le jeu. Je vais peut-être passer de la 3D à la 2D pour montrer les choses. Et puis, je veux faire un rappel au présent aussi. Donc, peut-être l'image réelle aussi. Voilà, je suis en pleine réflexion, savoir comment je vais manipuler et comment je vais faire vivre mon histoire à travers les images. Ensuite, j'ai parlé alors ça, c'est un deuxième projet, peut-être qu'il va arriver plus tard, du genre créole fantasy. Oui. Donc, mon idée, c'était effectivement de reprendre les créatures qui existent, de faire des recherches un peu dans toutes les cosmologies créoles, qui sont peut-être différentes. En tout cas, elles sont différentes, par exemple, à Cuba, dans les grandes Antilles, par rapport aux petites Antilles. Parce qu'à Cuba, par exemple, ils en ont fait ce qu'ils appellent les orishas, c'est-à-dire qu'ils en ont fait du magico-religieux. Les créatures, elles sont des créatures à pouvoir, mais elles ont aussi des pouvoirs magiques et religieux, à tel point qu'il y a des rituels, la santeria, par exemple, à Cuba, le candomblé. Ils ont vraiment poussé dans cette direction, et Haïti aussi, vers le vaudou. Donc, tout ça vient d'Afrique, vient de l'Afrique de l'Ouest, du Ghana, qui est l'ancien Dahomey, d'ailleurs. Non, pardon, le Bénin, pas le Ghana. Le Bénin, qui s'appelait Dahomey avant, où est né le vaudou, et qui est encore très, très présent en Haïti et un petit peu à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Bon, qui a un petit peu disparu dans les petites Antilles, mais qui est monté au niveau imaginaire, quoi. Donc, tout ça pourrait certainement constituer tout un monde à faire vivre. Mais je ne pourrais pas y arriver toute seule. Donc, si ça inspire des personnes, si elles ont envie de travailler à ça, j'ai envie de lancer une grande réflexion sur ça, peut-être pour faire quelque chose de communautaire, tous ensemble. Quand je dis communautaire, sur le plan culturel, évidemment. Voilà, donc bienvenue à tous ceux qui auraient des idées sur le sujet. Parce que oui, du coup, pour l'instant, ton projet Remembrance, tu travailles toute seule dessus ou tu es quand même avec une équipe? J'ai une équipe. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir se rencontrer, surtout avec les histoires de Covid. Oui. Mais j'ai l'habitude de travailler à distance, donc je me suis réfugiée en Martinique, où il fait bon vivre. Et depuis ça, je suis en train de constituer une équipe. Alors, j'ai trouvé, donc, il y a mon illustrateur, concept artiste, qui se trouve à Haïti. Je ne l'ai jamais rencontré. On est en contact uniquement à distance. Mais c'est lui qui pilote un peu le côté visuel de la chose, le côté peinture historique que je lui ai donné. Maintenant, comment on va le transformer en 3D, en 2D, etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de plancher. Et j'ai une équipe pour cela à Paris et une autre à La Réunion. Parce qu'à La Réunion, j'ai trouvé un soutien. Alors, un premier soutien d'abord, il ne faut pas que je l'oublie, auprès du CNC tout de même. Le CNC m'a donné une aide à l'écriture pour Remembrance. Donc, ils ont été séduits probablement par le scénario et ce que je comptais en faire. Ça, c'était mon premier pied à l'étrier.
Ensuite, j'ai trouvé une aide financière auprès du Conseil régional de La Réunion. La Réunion qui a une histoire commune. Je parlais tout à l'heure du créole de l'océan Indien. C'est une histoire commune avec les Antilles. Donc, on fait force commune. Et donc, j'ai une petite équipe que je suis en train de monter à La Réunion aussi. Voilà. Donc, on est un petit peu dispersés, mais on commence à travailler ensemble et à se connaître. On apprend à se connaître. Ah, c'est super. Est-ce que du coup, c'est commun que, notamment, bah, que des pardon, que de l'aide puisse venir de la Réunion ou de la Martinique et tout, au niveau du jeu vidéo, c'est un secteur qui est plutôt développé par là-bas, qui se développe bien Ah en tout cas? ben, La Réunion est très progressiste dans ce domaine-là. Mhm. D'ailleurs, ils sont très bien outillés et pour le film d'animation. Donc, ils ont des studios de films d'animation qui marchent très bien. Et le jeu vidéo, je crois que le conseil régional, les instances locales là-bas ont pris conscience que cette industrie était une vraie industrie qui allait rapporter des subsides et dans laquelle il fallait investir. Ils en ont pris conscience. Donc, ils ont fait comme le CNC, ils ont pris le modèle du CNC pour donner une aide à l'écriture, une aide au prototype, la pré-production, et une aide à la production. Donc, j'ai pu bénéficier, grâce à la collaboration avec un studio local, Liberty Games, de développer, de commencer à développer le prototype de Remembrance. Mais notre budget n'est pas complet, il faut qu'on trouve d'autres subsides. Donc, je fais appel encore à s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des pistes pour financer ce prototype, parce que les éditeurs n'y jetteront un coup d'œil, ne regarderont que lorsqu'on aura un prototype. Et c'est à ce moment-là, peut-être qu'on pourra obtenir une coproduction avec un gros éditeur qui aura plus de moyens. Mais pour le moment, il faut qu'on sorte un prototype, c'est-à-dire qu'il faut qu'on montre ce que va être l'univers, les personnages, et puis le gameplay. Donc, on va consulter une espèce de vertical slice du jeu pour montrer un petit peu ce que ça va être. Est-ce que tu as une idée du temps que ça pourrait prendre avant d'arriver à avoir un prototype, par exemple? Est-ce que vous avez réussi à fixer une date ou est-ce que vous êtes vraiment encore dans les recherches? Oui. On s'est fixé d'être prêt pour la rentrée de septembre. D'accord. C'est-à-dire d'utiliser les quelques mois de vacances là pour monter le prototype. Donc, c'est l'époque où il y a beaucoup de stagiaires. Donc, on s'appuie sur les stagiaires qui sortent de l'école, ils ont un savoir tout neuf, un savoir-faire aussi qui peut nous être utile. Et puis, il y a des vétérans aussi qui ont un peu plus de bouteilles et qui font vite et bien. Mais comme on a un budget limité, voilà, on ne peut pas trop dépenser non plus. Donc, il faut développer des ruses de management pour pouvoir s'en sortir, quoi. Je comprends. Du coup, Nicolas Lalevé nous redemande, vous créez des jeux vidéo, vous y jouez aussi, certains vous inspirent pour créer les vôtres? Oui, alors je joue beaucoup moins parce que j'ai quitté la scène donc, pendant une quinzaine d'années où j'ai complètement abandonné le jeu pour me consacrer à la réalité virtuelle et la quête virtuelle. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un gap, j'ai oublié d'en parler. Quand je suis revenue au jeu, j'ai commencé par regarder ce qui se faisait autour de moi et j'ai vraiment trouvé une différence. C'est pour ça que je parlais des jeux narratifs qui sont une espèce de recherche aussi, de volonté d'inclure, d'immerger le joueur dans des mondes et dans des univers vraiment bien construits, des univers cinématographiques pratiquement, ou de romans, puisqu'il y a aussi le roman graphique qui a aussi émergé. Voilà, donc oui, je regarde ce qui se fait. Par contre, je joue très peu. Je regarde beaucoup, heureusement que ça existe, les let's play. C'est-à-dire que je regarde par-dessus l'épaule d'un joueur pour savoir, et je découvre en même temps que lui avec ses impressions et tout. J'aime bien ça, j'aime bien faire ça, découvrir en même temps qu'un joueur. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que tu pourrais potentiellement devenir une consommatrice avide de streaming et de Twitch? Si je n'en ai pas beaucoup le temps, en fait. Ah, malheureusement. Si j'en avais le temps, oui, je le ferais. D'ailleurs, chaque fois qu'on me propose un Twitch, je réponds volontiers pour pouvoir parler. Je suis beaucoup sollicitée sur ma carrière, comment je suis passée de l'ingénierie aux jeux vidéo, sur mes projets futurs, etc. Donc,
je ne stream pas, mais je réponds volontiers à des streamers. Pas encore, peut-être. Est-ce qu'un jour, une carrière de streameuse, Muriel, est-ce que ça t'intéresserait? Peut-être, mais je Ah, préfère concevoir. je comprends. Je préfère écrire. Oui, parce que d'ailleurs, du coup, comment tu te définirais? Parce que finalement, tu as l'air d'avoir énormément de casquettes, de scénariste, de game designer, de peut-être chef de projet. Et quelle est la carrière dans laquelle toi, tu te définirais? Tu penses que tu es plus dans quel rôle? Ou est-ce que tu aimes avoir pas mal de casquettes? J'ai toujours aimé la variété, en fait, Hmm. dans mes tâches professionnelles. J'ai eu le bonheur, la chance, je ne sais pas comment dire, d'unifier mes deux compétences littéraires et compétences scientifiques dans un même métier, Hmm. game designer finalement, euh, qui me permet donc de créer mes propres histoires. Mais le rôle de chef de projet me plaît beaucoup aussi parce que, pas forcément sur mes propres histoires, mais sur les histoires des autres, faire travailler ensemble toute une équipe de graphistes, programmeurs, sound designers, faire travailler tout ce monde-là ensemble, ça me plaît beaucoup aussi. Hmm. Et puis, quel est le dernier métier que tu as cité? Ah oui, écrire des romans. Alors ça, c'est sur le tard. Des romans et des contes, c'est venu sur le tard. Et puis l'envie de raconter cette rétrospective, ces années où j'ai été le plus heureuse dans ma vie. Ça va de pair parce que, comment dire, il faut que je continue à peaufiner mon style littéraire quand même. Donc il faut que j'écrive et il faut que j'ai un lectorat qui me dise ce qu'il pense de mes écrits. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. Et j'ai envie d'explorer d'autres genres. Par exemple, le scénario de Lost in Time, j'ai envie d'en faire un roman de science-fiction. J'ai déjà jeté les bases. Alors, j'ai beaucoup de manuscrits dans les tiroirs. Enfin, tapuscrits, je devrais dire, dans les tiroirs de mon ordinateur. Parce que oui, du coup, bah, là, effectivement, tu nous parles de science-fiction. Tu m'as dit que la chose que tu aimais le plus, c'était faire une histoire qui tournait autour d'une enquête, parce que c'était ce qui avait le plus proche de ce que les joueurs vivaient. Est-ce que du coup, il y a un genre spécifique, que ce soit la science-fiction, l'heroic fantasy, le policier, qui te parle le plus et qui t'inspire le plus? Parce que des enquêtes, finalement, on peut en faire dans plein de genres différents. Oui, c'est le policier, mais sans être un flic. D'accord. C'est-à-dire en étant la personne lambda, je pense que le joueur va plus s'identifier si ça arrive, si cette histoire peut arriver à n'importe qui. Donc, la personne lambda, homme-femme, qui est immergée dans une histoire qu'il ne comprend pas, dont il ne comprend pas, qui tire les ficelles et qui doit se dépatouiller uniquement avec son savoir-faire de tous les jours, quotidien. Donc, il n'a pas d'armes magiques, il n'a que son intuition, son cerveau, sa logique pour résoudre. J'aime bien trouver des mécanismes interactifs plausibles que l'on peut rencontrer tous les jours dans la vie quotidienne. Bon, quelquefois, il y a des petites exceptions, mais la plupart du temps, c'est des choses plausibles. Je n'aime pas le deus ex machina, c'est-à-dire que l'auteur décide que ça se passe comme ça parce que ça doit se passer comme ça. Non, ça doit avoir une raison logique. Je comprends. Et du coup, bah, tu nous disais que tu n'aimais pas les jeux avec des fins multiples parce que tu voulais avoir le contrôle total sur ton histoire. Est-ce que tu penses que si plus tard, imaginons, tu arrives à avoir une équipe avec toi qui est assez conséquente, tu pourrais envisager du coup les jeux à fins multiples si tu peux réussir à garder le contrôle dessus ou pas trop? Ah oui. Ça, c'est vraiment, tu as raison, c'est une question de moyens, d'équipe. Bien sûr que j'adorerais ça. D'ailleurs, si je fais un RPG à partir des mythes et légendes créoles, ça va partir dans toutes les directions. Le monde sera ouvert. Donc là, on aura certainement besoin de plusieurs personnes pour travailler sur des choses différentes. D'accord. Oui, donc c'est vraiment effectivement une question de moyens et de pouvoir garder le contrôle sur un plus petit projet. Je comprends. Tout à fait. Écoute, j'en viens à arriver à la fin de toutes les questions que j'avais pu préparer pour toi. Bah ouais, moi, mes questions, en tout cas, oui. Ah, d'accord. Après, je sais pas si le chat a d'autres questions. Pour l'instant, on n'en a pas eu beaucoup. Mais c'est vraiment, vraiment passionnant. En tout cas, tu es un véritable puits de science, Muriel. Je pourrais continuer encore longtemps, mais à force, j'ai l'impression de monopoliser la parole.
En tout cas, c'est vraiment, ça me donne bon espoir de tout ce que tu nous racontes parce que, comme je te disais tout à l'heure, quand je te disais justement que je m'apprêtais à te poser pas mal de questions sur ces fameux jeux osés, bah, tu vois, justement, les questions des jeux qui tournent un petit peu autour du sexe sont très souvent faits par des hommes pour des hommes. Et du coup, j'avais trouvé ça intéressant, effectivement, qu'on ait enfin la vision d'une femme pour faire des jeux osés. Aujourd'hui, je sais pas si ça se ferait aussi facilement de pouvoir, tu vois, de pouvoir faire des jeux qui ont une volonté d'être érotiques, même de manière soft. Je sais pas à partir de, enfin, je sais pas si ça serait possible de le faire aussi facilement, en tout cas, mais j'espère. Et du coup, ouais, j'espère qu'on va avoir beaucoup plus de gens comme ça qui vont effectivement innover parce que, comme tu le disais très bien tout à l'heure, il y a vraiment un appétit de la part des gens pour tout ce qui est scientifique. Et tu nous expliquais, bah, juste, tu vois, c'est tout bête, mais ce que tu nous as expliqué sur la mélatonine, c'est des bases absolues et je pense que c'est pas acquis pour beaucoup de gens. Est-ce que tu crois que ça pourrait être envisageable pour toi de revenir un peu dans les jeux éducatifs potentiellement, justement, pour essayer d'avoir un peu plus une approche scientifique ou pas trop? Oui, la vulgarisation scientifique Oui. m'intéresse beaucoup Mm. et je regarde beaucoup comment dire, de petites conférences sur YouTube parce qu'il y a deux ou trois personnes qui se sont comment dire, prêtées au jeu de démystifier la science. Je ne sais pas si je saurais faire ça. J'ai l'impression que je n'ai pas cette compétence-là. Par contre, je ferais bien des jeux à base scientifique. En effet. Pour le moment, je n'ai pas encore le temps de me plonger. Et puis, de quel domaine Bon, probablement, ce serait probablement la génétique. La génétique et même la génomique, donc, qui est aussi en train d'émerger. D'ailleurs, j'avais des contacts avec le Québec qui est très en avance sur ça, sur la génomique. Et avec, ils font comment dire, des jeux justement à base scientifique sur ça. Donc, j'étais en contact avec eux, je leur ai proposé mes services, mais ils ont leur propre équipe, donc ça n'a pas abouti. Mais il y aura peut-être des collaborations possibles dans le futur. Donc, oui, je veux bien revenir à des jeux enfin, je veux bien introduire un peu plus de science dans mes futures productions. Projet. Est-ce que du coup, le retour d'Adibou serait-il envisageable quelque part ou est-ce que ce serait vraiment pas possible? Non, ça n'est pas possible de le faire de la même façon, en tout cas. Oui. J'ai longtemps eu envie de faire un Adibou créole, pas pour parler créole, mais pour enseigner pour immerger le joueur dans une ambiance créole, c'est-à-dire le patrimoine, l'histoire, les devinettes, les proverbes. En fait, il y a un programme qui s'appelle Langue et culture régionale créole. Donc, ce serait plutôt ça, appliquer J'ai eu longtemps envie de faire ça. Et puis, ça fait partie des nombreux projets que j'ai dans un fond de tiroir. Mais ça va pas s'appeler Adibou, parce que je pense qu'il faut renouveler le genre. D'accord. Il y a eu plusieurs essais, d'ailleurs. Il y a un jeu qui s'appelle, bon, je fais de la pub pour, mais ça m'a épaté un peu, Power Z. Je ne sais pas si tu as vu des images de ça, qui, dont l'auteur veut vraiment appliquer les recettes du jeu vidéo à la Fortnite, par exemple, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire de l'éducatif. Donc, c'est peut-être ça, le futur. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut que... Je ne suis peut-être pas prête encore à faire une réflexion sur le sujet. D'abord parce que ça ne se fait pas tout seul. On était toute une équipe lorsqu'on a monté Adi. C'est quand... Ah oui, j'étais toute seule, ou plutôt on était à deux pour faire la bosse des maths, qui est le projet qui a précédé Adi. Et là, c'était la première fois qu'on désacralisait un peu les mathématiques dans un jeu avec une histoire, un scénario, etc. Du Joe, la dromadaire, qui avait perdu sa bosse, la bosse des maths, et qui devait la retrouver en combattant différentes personnes, la baleine à bosse, etc. Bon, enfin. Et c'est quand mon éditeur a vu le succès de la bosse des maths, c'était que pour le collège, 6e, 5e, 4e, 3e, qu'il s'est dit, il y a la place là pour un concept fort. Et il s'est dit, bon, ben, on va se réunir autour d'une table avec un ergonome, avec des pédagogues, et puis on va réfléchir à un concept, mais complet.
c'est-à-dire non seulement les contenus, mais aussi le contenant, la façon de dessiner les boîtes, ce qu'on allait y mettre, le parcours pédagogique, l'intelligence artificielle, les règles, etc. Et c'est pour te dire que pour concevoir un projet éducatif de la sorte, de cette envergure, il faut se mettre à plusieurs. Il faut se mettre à plusieurs et plusieurs compétences à réunir. Donc, pour le moment, je suis un peu seule. Mais s'il y a des volontés j'adorerais, il y a un sujet que j'aimerais aborder, c'est l'histoire. C'est-à-dire que je trouve qu'on nous enseigne très mal l'histoire. Enfin bon, je ne veux pas jeter la pierre à l'éducation nationale, mais on retient très peu de choses de ce qu'on a appris. J'aurais aimé une frise historique interactive qui nous permette de nous déplacer dans l'espace et dans le temps. Par exemple, qu'est-ce qui se passait en 1492 en Europe, en Asie, en Afrique, sur tous les continents. Voilà. Et par exemple, les civilisations, je sais vaguement qu'il y a eu les Mayas, les Incas, les Toltecs, les Aztèques, mais dans quel ordre? Et puis, les civilisations chinoises, c'était quand? Les civilisations indiennes aussi, on connaît moins bien. On est très eurocentré. Donc, on connaît les rois, les différents sont suicidés en France par cœur, ou presque, mais on a du mal à… Pendant Louis XIV, qu'est-ce qui se passait déjà? Qu'est-ce qui se passait sur les autres continents, par exemple? Donc, j'adorerais avoir une frise historique mobile comme ça, qui nous permet de nous balader dans le temps et dans l'espace. J'avais déjà commencé à y réfléchir avec un professeur d'histoire géo, mais il a lâché l'affaire, parce que ça devenait un peu compliqué. Ah mince. Mais je l'ai même soumis à un prof d'histoire à Lille lors d'un de mes passages en 2018, lorsque je suis allée faire une conférence là-bas. Mais il n'a pas rebondi. Il a dit, ouais, c'est une idée intéressante, mais bon, il est très occupé aussi. Donc voilà, il faut arriver à réunir un certain nombre de personnes qui ont la même ambition, ça, c'est pas évident, qui ont les mêmes idées aussi, progressistes, on va dire. Autour d'un concept. Donc ça c'est pas évident. Je comprends. Et ben en tout cas, peut-être que plus j'en parlerai, plus je vais pouvoir réunir peut-être des gens autour de moi. Bah c'est ça, j'espère que du coup ton appel aura été entendu parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont regardé ce backstage. Donc voilà, si jamais vous vous sentez concerné, manifestez-vous. En tout cas, un infini merci Muriel. On est arrivé à la fin de ce Meet Your House Speakers. Je tiens vraiment à te remercier pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup à toi. Et puis, merci écoute, Nathalie. Je ne sais pas si les auditeurs ont noté mon mail. Je le donne volontiers. Vas-y. Il était inscrit sur une des pages, mais c'est mtramis, tout collé. mtramis, T-R-A-M-I-S, @gmail.com. Voilà, parfait. Donc, si jamais les gens veulent te contacter pour te proposer des idées ou quoi, ils peuvent sur ce mail-là? Tout à fait. Voilà, parfait. Et merci beaucoup à toi en tout cas. Nous, on va pouvoir se laisser là, le chat. J'espère donc que ces conférences vous ont plu. On se retrouve demain. Merci encore Muriel et je te souhaite à bientôt. À la prochaine fois. Merci Nathalie, à bientôt. À la prochaine.